Alors mes chers amis, nous sommes réunis ce soir pour honorer, en la personne de Martine Comtemal, une femme d'exception qui est une combattante, pour tous ceux qui la connaissent. Une combattante contre les injustices, une combattante pour la dignité humaine, dont elle a fait le combat de sa vie. C'est un vrai privilège pour moi de conduire cette cérémonie, tant Martine est pour moi comme pour nous tous, présents ici ce soir, une source d'admiration, une source d'inspiration, en même temps qu'une amie de longue date. Je voudrais saluer tout particulièrement Guy, bien sûr, nous sommes également de vieux complices, et tu es, mon cher Guy, un peu notre co-héros ce soir. Et plus largement, tous les membres de la famille de Martine qui sont à ses côtés, avec tous ses amis venus lui exprimer leur soutien et leur reconnaissance. Je connais bien Martine et je sais combien elle en est touchée. Très franchement, avec les grèves, j'organise avec mon équipe, j'aurais dû saluer également l'ensemble de mon équipe ici présent, Jean-Christophe Paris, Sébastien Faga. Avec mon équipe, nous organisons beaucoup de réunions. Je peux vous dire qu'avec les grèves, on a beaucoup de mal à avoir plus de 4 personnes autour de la table quand on en invite 150. Alors maintenant, je sais comment avoir du monde au Quai d'Orsay. Il faut afficher Martine Comtemal. Et je le ferai désormais. Ma chère Martine, le fil rouge de ton parcours et de ta vie, qui éclaire tous ceux qui ont la chance de te connaître ou de croiser ta route, c'est l'engagement au service des autres. Cet engagement te guide dès ton jeune âge, et dès tes études, par ailleurs brillantes, que tu effectues à Toulouse, et tu es du reste toujours resté fidèle à la Ville Rose. Après une maîtrise de droit privé à l'Université de Toulouse, tu débutes ta carrière en 1983 comme responsable des ressources humaines, déjà, de la mairie de Maurepas dans les Yvelines. Puis tu reprends tes études et tu obtiens en 1987 un DESS d'audit social à l'Université de Toulouse. Tu as trouvé ta vocation. Et comme tu sais très bien ce que tu veux, tu vas poursuivre cette vocation et faire littéralement bouger les murs, bouger les montagnes par ton énergie. Tu as été guidé dans ce choix par plusieurs personnalités qui ont marqué ta vie. Plusieurs sont présentes ici ce soir autour de toi. Tu as été guidé aussi par Jacques Higalins, une personne qui joue un rôle crucial dans ta vie. En même temps qu'il dirigeait ton DESS d'audit social, il te recrute au sein de son cabinet d'audit. 3 ans plus tard, tu décides de voler de tes propres ailes et tu fondes ton propre cabinet, Audit Management Communication International. En 1996, commence pour toi ta grande aventure américaine, grâce à laquelle nous nous sommes connus il y a près de 20 ans à Washington. Je suis devenu un vieux monsieur, Martine n'a pas du tout bougé depuis ces 2 décennies. Alors que ton mari, Cherki, est nommé à l'AFP à Washington, nous avons également travaillé ensemble. Tu deviens pour ta part directrice régionale pour l'Amérique du Nord des éditions Milan, compétente à ce titre pour les États-Unis et pour le Canada. Et comme tu le dis toi-même, tu réalises alors enfin ton rêve de travailler pour les enfants. Et c'est vrai que la Martine que j'ai connue il y a 20 ans, travaillant pour les éditions Milan, c'était de tous les journalistes que je recevais à ma table, c'était à l'époque le conseiller de presse à Washington, de loin la plus sympathique, je fais exception de toi, Guillaume, de loin la plus engagée et la plus heureuse. C'est vrai que tu rayonnais déjà à travers ton travail, et je me rappelle très bien de voir passionné par ce que tu faisais au service des enfants. Donc on revient au service des autres, à ce leitmotiv, à ce fil rouge de ta vie. L'appel de ta vocation en termes d'audit social, le cœur de tes études, est à nouveau le plus fort. En 1999, tu intègres l'organisation non gouvernementale Fair Labor Association, qui œuvre à promouvoir le respect des droits des travailleurs des multinationales, pour faire court. L'expérience des questions liées à la responsabilité sociétale des entreprises te fascine et t'incite à pousser ta spécialisation dans ce domaine. Tu obtiens ainsi en l'an 2000 un diplôme en droit européen des droits de l'homme, droit des enfants et droit international humanitaire
à l'université de Washington, c'était au moment où nous avons travaillé ensemble. De retour en France en 2003, tu es recruté par Madame Nicole Notat, qui, après avoir dirigé la CFDT, vient alors de créer les Vigéo, une agence de mesure de la responsabilité sociale des entreprises, qui reste à ce jour une référence en ce domaine. Cette rencontre comptera beaucoup pour toi, tu l'as dit, et je suis très heureux, encore une fois, et honoré que Madame Notat puisse être parmi nous ce soir. Je sais combien c'est important pour nous tous et pour Martine, naturellement, au premier chef. Forte de cette expérience importante qui t'a conduit à évaluer les politiques d'achat des grandes entreprises dans le monde entier, sous l'angle, encore une fois, de la responsabilité sociale et sociétale, tu décides à nouveau de suivre ton chemin et de tracer ton propre sillon. Car l'autre marque de fabrique sous ton contrôle de notre ami Martine, indépendamment de cet engagement parti vraiment de son ADN au service des autres, c'est le fait, encore une fois, que tu sais très bien ce que tu veux et personne ne peut dire non à Martine. Je suis bien placé pour le savoir. Donc il faut prendre garde quand on la voit s'approcher. Martine, tu as encore une fois une volonté de faire derrière un sourire charmeur et derrière cette bienveillance fondamentale que tu as. Tu as une volonté de faire et une capacité à mobiliser, vraiment je le dis fortement, mobiliser les femmes et les hommes et à les entraîner derrière toi pour ton ou tes combats. En 2005, avec Jacques Zigalins et quelques autres, tu fondes à Toulouse l'association Ressources Humaines Sans Frontières, dont tu assumes la direction à temps plein depuis 2010. La même année, d'ailleurs, tu co-signes avec le professeur toulousain, que j'ai cité plusieurs fois, un que sais-je sur le vide social. La création de Ressources Humaines Sans Frontières est un acte majeur de ton parcours qui illustre, je dirais, qui incarne le ou les combats de ta vie. Je voudrais ici, ce soir, remercier très chaleureusement tous ceux qui travaillent au sein de l'association ou en partenariat avec elle, inspirés par l'énergie inépuisable, positive et bienveillante de notre amie Martine. Et je suis très heureux de saluer plusieurs celles et ceux que j'ai eu le plaisir de voir il y a quelques jours ou semaines maintenant dans mon bureau. Voilà, je pense que j'aurais été prêt à signer absolument tout ce que vous m'auriez mis entre les mains. Tant Martine, tu es convaincante. Comme tu l'indiques toi-même, ton ambition en créant cette organisation est, je te cite, de démontrer que le respect des droits humains peut s'inscrire dans un véritable business model. Donc ça n'est pas un rêve que tu veux faire, c'est la mise en œuvre d'une haute ambition au service de la dignité humaine. Et tu penses, et tu m'as beaucoup frappé dans notre conversation l'autre jour, à chaque étape de nos dialogues, parce que nous dialoguons très régulièrement, tu penses qu'il faut convaincre, entreprise par entreprise, bottom-up, en fait, chacune et chacun des acteurs de l'économie aujourd'hui, de faire sien cette prise en compte des droits humains, notamment, j'y reviendrai, la lutte contre les différentes formes d'abus au travail. Ton combat, car c'est un combat quotidien, qui n'est jamais totalement gagné, qui exige en permanence de remettre une pièce dans la machine, si j'ose dire, de remettre de l'énergie, vise à faire reculer partout le travail des enfants, qui est vraiment au cœur de tes engagements, je parlais de celui que tu as fait pour l'édition Milan, de faire reculer le travail indécent et le travail forcé, pour le dire en termes trop courts, car ça mériterait de longs développements. Ce combat, c'est le point de convergence de l'engagement de ta vie et de l'expertise unique que tu as acquise, je parle sous contrôle des uns et des autres, parce qu'il y a une chose aussi, une troisième chose au moins qui caractérise notre amie Martine, c'est qu'elle est professionnelle jusqu'au bout des ongles. Je t'ai vu à l'œuvre comme journaliste pour les éditions Milan, je t'ai vu à l'œuvre avec plusieurs responsables d'entreprise. Tu es impeccablement préparé, professionnel, et c'est encore plus difficile du coup, je vous en avertis, de dire non à Martine. C'est dire combien je n'ai pas hésité un seul instant lorsqu'avec son sourire ravageur, elle m'a demandé il y a quelque temps que cette association soit placée sous mon patronage. Lorsque j'étais ambassadeur auprès des Nations Unies, c'est strictement interdit par toutes les lois de la République, probablement. D'ailleurs, mon équipe le découvre probablement au moment où je parle. Mais c'est
c'est un patronage que j'ai accepté et que j'ai accepté de garder par dérogation. Tant je crois dans ton combat et en celui que beaucoup d'entre vous ici ont mis aux côtés de Martine. Dès sa création et grâce à ton engagement, l'association œuvre dans de nombreux pays, en particulier en Chine, en Inde et aux États-Unis, où tu effectues sans relâche un travail de terrain et de sensibilisation au service des quelques 21 millions de personnes frappées par le travail forcé dans le monde. Le chiffre est discutable, naturellement, il y a plusieurs chiffres qui circulent. Il y a aussi malheureusement des chiffres d'affaires, on va parler ensemble, qui circulent pour celles des entreprises qui utilisent le travail forcé et qui en tirent un gain monétaire. Je trouve que ce chiffre de 21 millions de personnes frappe les esprits. Les actions de formation et d'information pilotées par Ressources Humaines Sans Frontières visent à garantir à chaque travailleur le droit à la santé, à la sécurité, à une rémunération et à un temps de travail décent, ainsi que l'application du droit international du travail et plus largement des droits de l'homme. Ces nombreuses contributions à la défense des droits humains au travail ont un impact très concret et souvent décisif. C'est au moins un quatrième trait de ta personnalité, c'est que tu veux des résultats. Je pense que ta décennie américaine, sous son contrôle aigu, ont joué un rôle dans ce cadre. Tu veux des résultats, tu veux changer l'équation, tu veux faire une différence et tu vérifies. Avec Martine, c'est check and verify. C'est-à-dire que je vérifie que l'impulsion que j'ai donnée se traduise vraiment par un impact sur la vie des gens. Pour n'en prendre que quelques exemples parmi une immensité d'autres, en 2016, à titre d'illustration, suite à vos actions collectivement au Panama, le gouvernement panaméen a adopté une loi interdisant le travail des enfants dans les plantations de café et de bananes. Voilà un résultat considérable quand on mesure l'impact. La même année, autre exemple, en Chine, l'organisation a été récompensée de la médaille de bronze de la 10e édition du Trophée des achats dans la catégorie Business Innovation, suite à la mise en place d'un système de responsabilité sociétale dans les usines de Pékin. Honnêtement, qui aurait été capable de réaliser un tel exploit? C'est Martine, avec des bonnes volontés qui sont toujours, je veux dire, de la table, autour de ce tapis. De même, Ressources Humaines Sans Frontières est en 2015 l'organisation retenue pour représenter la France dans le déploiement du projet international Sustainable and Solidarity Economy, qui vise à lutter contre la pauvreté par le biais de l'économie sociale et solidaire. Parce que son énergie est sans limite, Martine s'engage en 2017 dans le programme Cible 8.7, en référence à l'ODD, l'objectif du développement durable numéro 8.7 des Nations Unies, qui vise à lutter contre le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants. Par parenthèse, c'est l'un de mes combats ici au Quai d'Orsay, et l'un de mes combats auparavant aux Nations Unies, de faire en sorte que les objectifs du développement durable, et en l'occurrence on parle du 8.7, se traduisent, comme dirait Martine, dans la réalité, soient choisis par les entreprises, très bien représentées ici, pour guider leur impact en termes de développement durable, pas seulement en termes de marketing, de communication, mais dans le process des entreprises en question. Ce combat, il n'est pas gagné, et je pense qu'à travers ton exemple, Martine, que vous faites ensemble, il y a matière à démontrer à celles des entreprises qui sont encore un peu réticentes ou hésitantes, que je respecte naturellement, il y a avec les objectifs du développement durable, les SDGs, comme on dit en anglais, une vraie référence dans l'action dont il faut qu'elle s'inscrive. Depuis lors, depuis 2017 au moins, Ressources Humaines Sans Frontières développe des actions de sensibilisation à destination des entreprises, des institutions, des associations, des syndicats et des particuliers. Il s'agit d'une entreprise unique en France, dans le même esprit, en partenariat avec le Comité contre l'esclavage moderne. L'association a ouvert à Toulouse la première permanence en France destinée aux victimes d'esclavage moderne, aux professionnels qui les aident, aux témoins de ces situations et plus généralement à tous ceux qui souhaitent s'engager dans ce combat. Première permanence en France dédiée à ce combat.
et vous avez su fédérer autour de vous de nombreuses entreprises qui travaillent désormais avec vous sur des projets pilotes chez leurs sous-traitants en partie. On parle vraiment ici d'actions très concrètes que vous, collectivement, et toi en particulier, Martine, avez su impulser cette capacité fédératrice qui est second to none, qui est sans égal. Vous le savez, la France a pris en juin 2019 la présidence du partenariat mondial, l'Alliance 8.7. Je suis heureux de saluer la présidence parmi nous. Nous souhaitons obtenir le statut de pays pionnier pour atteindre cette cible. Ce n'est pas facile, mais nous souhaitons aligner tous les efforts pour y réussir. Dans ce cadre, le Quai d'Orsay, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, se réjouit de travailler avec Ressources humaines sans frontières en s'appuyant sur votre expertise reconnue, et à vrai dire unique, de plus de 20 ans en conception, expérimentation et validation d'approches nouvelles. Je souhaite que pour ce partenariat, rien n'est simple dans la vie, naturellement, mais je te connais et tu me connais, je souhaite que pour ce partenariat entre le Quai d'Orsay et Ressources humaines sans frontières, on soit ambitieux et on arrive là aussi à faire bouger les lignes. Cette coopération sera cruciale en effet pour renforcer la coordination stratégique et la relation entre RHSF et le gouvernement français. Le ministère vous ouvrira aussi son réseau, le réseau de ses 200 ambassades, 150 consulats de mes équipes, notamment dans la région très stratégique de l'Asie-Pacifique, pour vous permettre de développer le dialogue avec les représentants des États de la région impliquée et de vous aider à expérimenter, avancer, valider, diffuser des solutions pilotes et opérationnelles auprès des acteurs concernés, puisque c'est le cœur de votre démarche. Commencer, tâtonner, foncer, pousser les murs, réussir une expérimentation pilote et en tirer ensuite les enseignements qui vous permettront d'élargir et de toucher d'autres entreprises par l'exemple. C'est la 5e caractéristique de la raison. Plutôt que les mots et les discours, là, je suis en train d'en faire un. Mais c'est la valeur de l'exemple, de l'action. Et les gens suivront l'action. Je crois qu'aujourd'hui, cette manière de voir est gagnante. On va pas un jeune au monde aujourd'hui de moins de 25 ans, je suis le père d'un gamin, par des mots, mais tu les convaincs en revanche par l'action. Et c'est ce que tu fais, c'est ce que vous faites. Je souhaite que nous puissions répondre collectivement à votre demande d'appui au service d'un partenariat ambitieux avec le Quai d'Orsay et le gouvernement. Je sais que vous rencontrerez à la fin de la semaine nos services chargés de partenariat avec la société civile pour y travailler. Je souhaite que si les services en question se voient bien transmettre mon discours et mes propos pour qu'ils sentent un petit peu de pression très positive, je me réjouis vivement de notre coopération et j'espère qu'elle contribuera à faire disparaître, c'est ça l'objectif, disparaître effectivement et durablement les risques de travail des enfants et de travail forcé dans les chaînes de sous-traitance en particulier. Ma chère Martine, j'ai été un peu long et je m'en excuse auprès de ceux qui sont avec nous, mais je crois que c'est pour la bonne cause. Pour ça, je suis ému aujourd'hui, je suis ému ce soir. C'est une grande joie et un vrai privilège pour moi de te décerner aujourd'hui notre premier ordre national en hommage à ton engagement exemplaire et de toute une vie au service des droits et de la dignité de la personne humaine. Cet engagement qui est aussi celui de ta famille, celui de tes proches, celui de tes compagnons de route présents aujourd'hui, fait honneur à notre pays, fait honneur à notre humanité. Bon, je vais maintenant prononcer la formule sacramentelle. On me demande souvent pourquoi j'ai créé RHSF. Je vais partir que de RHSF, ça va être plus court. J'ai créé RHSF parce que je ne supporte pas l'injustice, comme tu l'as dit, mais en particulier l'injustice dont je suis responsable et dont nous sommes responsables. Mais nous sommes en face d'un véritable défi pour éradiquer le travail forcé et le travail des enfants. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, nul, de l'entreprise au consommateur, n'a aucun intérêt à renoncer au travail forcé. Même le travailleur exploité y trouve son compte. Après tout, il peut survivre. Non, nous avons apparemment aucun intérêt à changer ce système. Sauf à faire preuve d'un peu de respect des autres, de soi, de décence et de dignité.
Ce qui peut nous faire tous bouger, c'est d'abord refuser l'inacceptable. Il faut que nous tous acceptions de dépasser nos égoïsmes et les seuls raisonnements économiques à long terme. Face aux situations de travail forcé et de travail des enfants, nous ne pouvons plus nous contenter de gérer les risques, notamment de réputation. Et quand on nous signale des risques de travail forcé ou de travail des enfants, des risques, pas des situations, seulement des risques, comme on le fait chez les gens aussi, il faut que nous réagissions en tant qu'êtres humains, avec nos cœurs, avant d'être un représentant d'une organisation. Nous ne pouvons pas nous contenter de quelques manifestations d'indignation et d'autres déclarations d'intention pour sauver notre réputation, ni de quelques audits pour donner l'illusion de l'action. L'histoire nous a montré qu'éradiquer l'esclavage et le travail des enfants est une tâche complexe, de longue haleine, mais c'est possible, on peut y arriver. Aujourd'hui, plus que jamais, l'origine économique des risques de travail forcé et de travail des enfants dans les chaînes de valeur est complexe parce qu'elle est systémique. Il faut travailler en profondeur et ensemble parce que les solutions simples n'ont jamais produit d'effet sur un problème complexe. Sinon, ça ferait très longtemps qu'on n'aurait plus de travail des enfants et de travail forcé, qu'on n'aurait pas besoin d'une loi sur le devoir de vigilance. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour agir et expérimenter des solutions. Et merci de nous accompagner dans cette action. Nous avons la chance, au-delà de ce que vient de dire François, nous avons la chance en France d'avoir une loi sur le devoir de vigilance des entreprises. Cette loi est vraiment structurante. Elle fait passer l'impact des activités des entreprises sur les êtres humains bien avant le souci de leur réputation. C'est fondamental et il faut sans cesse le rappeler. C'est le risque sur les personnes qui sont impactées par l'entreprise. Et je remercie aujourd'hui le député Dominique Potier d'être ici parmi nous et qui a eu le courage de porter cette loi. Merci. De plus, sous l'égide de l'ONU, les États, organisations internationales, entreprises et sociétés civiles se sont unis dans un partenariat mondial, dont tu as parlé de l'Alliance 8-7, pour éradiquer le travail des enfants et le travail forcé. La France a pris la présidence de ce mouvement en juin 2019. Merci Madame Carval, vous êtes présidente de l'Alliance 8-7 et merci de me faire l'honneur d'être ici ce soir. En toute logique, cette position de premier plan a conduit la France à candidater au rang de pays pionnier, comme tu l'as rappelé, pour aller plus loin et plus rapidement avec tous les acteurs impliqués. Éradiquer toute forme de travail forcé impose en effet d'agir sur les rapports entre les différentes parties prenantes, en collaboration étroite avec elles toutes et en écoutant, en comprenant et en tenant compte de leur intérêt légitime. À ce jour, il n'existe pas de solution clé en main. La réponse ne peut être que progressive, globale et résolue, et passe nécessairement par l'expérimentation. Expérimenter, valider, diffuser des solutions pilotes du terrain, c'est précisément ce que nous sommes en train de faire avec notre Lab 8-7 et les entreprises qui participent. Et maintenant, avec le ministère des Affaires étrangères. Car si la réalité est complexe, elle n'est pas inéluctable, on peut agir. J'ai la conviction profonde qu'on peut bouger des montagnes et que si on s'y met tous ensemble, on l'a prouvé grâce au prix que l'on a reçu pour ce qu'on avait fait en Chine et d'autres actions que l'on a menées, on a prouvé qu'on pouvait agir. Pour une telle cause, il ne faut pas se décourager devant l'inertie des uns ou des autres, il ne faut jamais baisser les bras, il nous faut avancer, non pas pour nous, non pas pour notre ego, mais parce que nous sommes tous comptables et souvent bénéficiaires d'une injustice. Alors là, il faut que je fasse attention parce que je suis en train de ne plus respirer. Et ça va être difficile à faire, mais c'est pas très long. Mais en fait, tout est lié. Le travail des enfants, le travail forcé, l'immigration, le changement climatique. On ne peut remplacer une cause par une autre, mais on ne peut se focaliser sur une cause au dépens d'une autre. La force est dans l'œuvre commune et vous avez tous participé à celle que j'essaye d'organiser. C'est pourquoi je dédie la distinction qui m'est accordée aujourd'hui à tous ceux qui m'ont soutenu et suivi et que je tiens à remercier. Merci donc, cher Antoine, de ta fidélité. Tu m'as toujours accompagné depuis 20 ans, tu as toujours été à l'écoute, même lorsque je suis rentrée en France et que tu as été ambassadeur de France aux États-Unis, puis à l'ONU. Tu avais envoyé des journaux dans l'espace pour faire connaître aux enfants américains et français que la France
et que la France avait des technologies et pas simplement du fromage. Quand j'ai créé Quand j'ai créé RHSF, c'est grâce à ton soutien que nous avons pu travailler avec l'ambassade de France à Washington pour informer les entreprises franco-américaines sur le travail des enfants. Tu as reçu notre exposition de dessin sur le travail forcé à l'ONU pendant 3 semaines. Et j'ai encore à l'esprit le mot de soutien très émouvant que tu m'avais écrit pour nos dessins. Je remercie Madame Martine Dessières, qui est ici parmi nous, de la préfecture de Toulouse, et qui a pris l'initiative du processus qui a abouti à l'obtention de cette déclaration. Je ne la connaissais pas. Sans elle, je ne serais pas ici ce soir. Je ne sais plus elle-même. Je représente la préfecture. Je voudrais remercier aussi Nicole Nota qui m'a fait découvrir la RSE en France parce que je connaissais des situations dramatiques pendant mon travail aux États-Unis. Et qui m'a aidé aussi, ce qui est très important pour moi aussi, sans poser de questions lorsque j'en ai eu besoin. Et puis tous les vigéens qui sont ici, puisque les gens qui travaillent chez Vigéo sont des vigéens, et qui sont toujours là dans les moments importants. Toute ma vie a été jalonnée de rencontres extraordinaires. J'ai eu la chance de naître dans une famille très simple, mais qui nous a donné les valeurs fondamentales qui construisent un être humain. C'est là que ça va être difficile. Mon frère Patrick, Isabelle, mes neveux, Thomas, Claire, Lorraine, leur conjoint, mon beau-frère Jean, tous sont venus de Suisse, de Bordeaux, de Lyon et m'ont toujours suivi et accompagné. Je ne parle pas de ceux de Paris, c'est plus simple. Sans compter mes parents, et notamment ma mère, qui ont été si fiers d'être ici parmi nous et de voir ses 2 enfants avec la Légion d'honneur. Je partage cette Légion d'honneur avec mon mari, qui est devant moi, qui a passé des nuits après son travail de journaliste à écrire pour RHSF et qui a toujours été un soutien dans toutes les tâches reprises dans la vie quotidienne de l'association. Il m'a soutenu durant toutes ces années et continue de me soutenir au quotidien par sa patience, sa tendre attention et son amour. Je veux remercier aussi mon fils Dimitri. Il a créé et arrangé des musiques pour nous. Il est toujours auprès de moi dans les moments les plus importants. Il était à New York au moment de l'exposition. Il est venu de New York pour partager ce moment. Et il a eu un Emmy Award. Je voudrais remercier mes amis qui sont ici, ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui ont disparu. En particulier tous ceux qui m'ont soutenu dès la création de la RHSF et dans les pires moments. Je ne peux pas citer tous les noms, mais ils se reconnaîtront. Car la vie d'une association n'est pas un long fleuve tranquille. Je les remercie de leur soutien et de leur amitié, en dépit de mes absences et du trop peu de temps que je leur consacre. Merci aux représentants. Alors, les représentants de la région Occitanie n'ont pas pu venir à cause des grèves. La région Occitanie, la mairie de Toulouse, la Dépêche du Midi, ainsi que Rodrigo Guaito de l'UNIAPAC, Cyril Cosme de l'OIT, Maïli Souquet, qui est secrétaire général ici du PCN, sont tous venus en région Occitanie pour lancer avec nous le premier défi 8-7 dans la région Occitanie pour lutter contre le travail forcé et le travail des enfants. Grâce à ça, nous avons fait beaucoup d'actions en région, et notamment la région Occitanie a mis en place de l'actions concrètes dans le domaine de la construction, qui est vraiment un domaine très difficile. Vous nous avez fait confiance, vous m'avez fait confiance. Merci à l'équipe de RHSF, je ne sais plus où elle est par là, qui est au complet ce soir, Magali, Rué et Aziz Estelle, qui ne compte ni ses heures, ni son énergie, et qui est toujours aussi passionnée. Merci à Jean-Pierre et Marianne, qui consacrent beaucoup de temps pour offrir leur expertise à RHSF depuis des années. Merci aux membres du conseil d'administration de RHSF et aux entreprises qui sont représentées, aux personnes qui s'investissent dans le fonds de dotation, avec qui on était ce matin encore à l'Élysée, on est venu te voir, je pense à Yves, Maxime, Isabelle, Marianne, j'espère ne pas oublier des personnes, et qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour nous soutenir, et surtout pour agir concrètement, parce qu'il ne suffit pas de nous soutenir, il faut agir.
Merci à tous les membres du club d'entreprise qui sont ici, et merci à notre nouveau David, ainsi qu'à tous les adhérents. Je suis vraiment contente de vous avoir tous ici. Aujourd'hui, je suis fière de partager ce moment avec vous, de me donner confiance dans l'avenir. C'est vous qui avez fait mon histoire, vous avez cru en moi, vous avez accepté de me suivre dans mes idées, dans mes rêves et dans mon projet, pour éradiquer le travail des enfants et le travail forcé. Comme Victor Hugo, je crois au plus profond de moi, je cite, que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté, pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits dans un pays civilisé engagent la conscience de la société tout entière, que je me sens, moi, qui parle, complice et solidaire. C'est grâce à des hommes comme Victor Hugo, et aujourd'hui comme François Delattre, qu'on est arrivé à on n'a pas besoin de la réserve des autres pour bien vivre. Tant de choses restent à faire, on peut vraiment avancer si on se retrousse tous les manches et mettons en commun nos énergies, nos actions et nos moyens. Travaillons donc ensemble pour que chacun vive décemment de son travail et puisse rêver à un avenir meilleur. Tous les enfants du monde ont le droit de rêver, pas seulement les nôtres. Cette décoration que tu m'as remise, François, aujourd'hui, me donne l'obligation de continuer de refuser que l'être humain soit bafoué, d'essayer de comprendre les causes de cette injustice et d'agir pour les hommes, les femmes et les enfants qui en sont les victimes. L'ambition est vaste, mais mon espérance est immense. Merci, je vous souhaite, et puis on va y arriver ensemble, et je vous souhaite à tous une très bonne année.